L'erreur, ça fait partie de ma vie. C'est important d'échouer. J'ai été forgé en ratant plein de choses. L'erreur était un peu la force de transformer. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Alors il faut que je vous raconte une histoire. Il y a quelques mois de ça, je me baladais dans mon quartier et j'ai été pris d'une envie subite d'emprunter une rue que je n'avais jamais empruntée, comme guidé par une force irrésistible. Au bout de cette rue, qui est en fait une impasse, il y a un square, le square Récamier. Arrivé au square, je constate que celui-ci est fermé à cause d'une tempête. Déçu, je m'apprête à faire demi-tour quand sur le pas de la porte de l'immeuble voisin, j'aperçois un homme de grande taille, à la silhouette athlétique, à la peau ambrée et au sourire avenant. Je m'approche et la magie opère. Il s'agit en fait de Tito, qui est le gardien de l'immeuble et la mémoire vivante du quartier depuis plus d'un quart de siècle. 45 minutes plus tard, je sais qu'il sera un invité extraordinaire pour C'est le chemin qui compte, et c'est aujourd'hui qu'il vient nous partager son chemin, riche d'enseignements et d'inspiration. Alors aujourd'hui, je reçois Tito Diez, avocat, gardien d'immeuble et défenseur de l'environnement. Bonjour Tito. Bonjour Thierry, plaisir. Alors Tito, tu es né en Colombie en 1970, le 8 mai, en commençant par voler la vedette à ta maman, car c'est le jour de la fête des mères en Colombie. Tu es le dernier de 6 enfants et tes parents te donnent le même nom que ton papa, le nom d'un roi, Ethelberto, et pour surnom Tito, ce qui est pour toi une grande fierté, mais aussi un fardeau, car ton papa rêve de se réaliser à travers toi. Tu grandis dans un quartier populaire de Medellín, à une époque où le narcotrafic est en plein essor et où l'argent facile côtoie la misère la plus profonde. Pourtant, ta famille modeste ne tombe pas dans l'argent facile et t'inculque les valeurs du travail, de l'entraide et de la solidarité. Eux qui n'ont pas eu la chance d'étudier se sacrifient pour t'offrir la meilleure éducation chez les frères salésiens. Et dès le secondaire, tu te découvres une fibre artistique et deviens un fan de breakdance quand le hip-hop débarque en Colombie. Ton bac en poche, tu t'inscris en droit, plus pour honorer ta famille que par réelle vocation, car tu rêves toujours d'être artiste. Tu es alors appelé à l'armée à 19 ans dans une région difficile, là où sévissent les groupes paramilitaires colombiens opposés à la guérilla communiste, et tu dis que tu vis ton Vietnam et finis lieutenant, une grande fierté pour ta famille. De retour à la vie civile, tu continues ton droit. Ce qui t'attire dans cette matière, c'est convaincre et défendre les plus faibles, même si tu dis qu'en Colombie, le tribunal est souvent le lieu d'une parodie de justice. Tu obtiens ton diplôme d'avocat, mais tu gardes les cheveux longs pour continuer à faire vivre le Tito artiste qui n'est jamais bien loin. Tu défends les jeunes délinquants de 10 ans, enrôlés comme tueurs à gages par les cartels pour assassiner ceux qui contrecarrent leurs plans. Et à cette époque, c'est-à-dire en 1997, la criminalité explose en Colombie et la guerre des cartels fait rage pour prendre la succession d'Escobar. Une forme de guerre civile où la mort est omniprésente. Une situation que tu finis par ne plus supporter. Tu décides alors de quitter la Colombie, car l'état de droit n'existe plus, et le premier pays auquel tu penses, sans rien en connaître, c'est la France. Car comme tu le dis, si la démocratie ancienne est grecque, la démocratie moderne est française. En plus, le code civil colombien est inspiré du code napoléonien, donc pas trop de dépaysement. Tu débarques alors en 1998 dans un Paris idéalisé, la ville monde, où marcher sans crainte n'est pas un privilège et où la paix semble un acquis. Tu vis de petits boulots et tu reprends tes études de droit à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et commences à t'intéresser au droit de l'environnement. Et c'est à ce moment que l'Amérindien se réveille en toi. Toi qui ne t'es jamais senti indien dans ton pays, c'est en France que l'esprit de l'Indien vient te chercher. Tu comprends que l'Indien est un messager qui transmet des histoires puissantes, notamment celle de la nécessité de protéger l'environnement. Tu finis même par incarner l'Indien quand tu es sélectionné pour jouer le rôle de l'Indien dans la controverse de Valladolid au Festival d'Avignon en 2010. Ironiquement, l'avocat Tito se retrouve indien jugé par le conquistador espagnol. Tu deviens artiste à plein temps, mais ça ne fait pas bouillir la marmite. Et pour arrondir les fins de mois, tu remplaces le gardien de ton immeuble. Et de fil en aiguille, tu finis par en faire ton métier à plein temps, métier qui te permet de continuer à faire exister l'artiste et les multiples projets qui vivent en toi. Tito, bienvenue sur ce podcast. C'est la Providence qui m'a placé sur ton chemin et j'ai hâte que tu puisses en témoigner auprès de nos auditrices et de nos auditeurs.
Oh, merci Thierry. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Tito, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? Non, Thierry, c'est incroyable. Et quand tu décris un peu mon chemin, nous surtout en Colombie, on est un pays qui vient de l'oralité. Et là, avoir écrit, comment dire, voilà, d'écrire un peu mon parcours, ça me donne des joies, d'envie de continuer à l'ajouter. Et incroyable, incroyable. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Tito, et j'ai vraiment envie de te poser cette question. C'est après plus d'un quart de siècle passé en France, est-ce que tu te sens plus colombien ou français? Je me sens très français pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Parce que la France, c'est la mère des républiques. Dans ces projets, comme tu viens de le décrire, organisés, je suis très français. Après, le côté intuitif, le côté magique, le côté coïncidence, plein de choses, c'est le côté colombien. Donc les deux cohabitent, voilà, les et deux, tu te sens autant colombien que fait. français. Tu retournes régulièrement en Colombie? Oui, moi j'ai eu des périodes, dans les 26 ans que je suis en France, des périodes d'adaptation, les premières, on dirait une dizaine d'années sans aller. J'ai commencé à aller. En fait, à chaque fois que j'apprenais comment vivre, bien vivre en France, j'avais une envie d'aller communiquer ça en Colombie. Par exemple, très politique, l'extrême droite et l'extrême gauche n'est pas armée. Alors, c'était envie d'aller dire ça en Colombie, que ça existe, que ce sont des partis politiques qui ne sont pas en guerre. Et peut-être un jour, comme Khalil Gibran, retourner comme le prophète et attendre les questions des gens pour orienter. Finalement, c'est orienter les gens. C'est ça qui manque là-bas. Il ne manque pas de conseils. Les gens n'aiment pas être conseillés. Les gens aiment bien être orientés et laisser ces gens-là qui te fassent la question. La Colombie est curieuse. Alors, le Tito français. Maintenant, pour eux, je suis le français. Le français. Et en France, je resterai toujours un peu le colombien. Et c'est intéressant, cette notion de conseiller plutôt qu'orienté. En fait, quelle différence tu fais entre conseiller et orienté? Voilà, nous, on est dans un monde un peu normatif, où on nous donne un conseil, mais à la fois, c'est un peu sermonner la personne. On est catholique, un système. Ouais. Alors, c'est toujours la morale, ou faire la morale. C'est une expression très française qui, finalement, en espagnol, n'existe pas. On ne fait pas la morale là-bas. Donc plus influencé par le témoignage, oui. Mais ils sont toujours, la France est là, quand on adapte un code civil napoléonien, quand on adapte un contrat social Rousseau, que c'est à l'intérieur du code civil, quand les lois de ta société sont les mêmes que la France, finalement, on va dans la même direction. Alors tu sais, Tito, ce podcast traite de la transformation. On en a parlé, ton parcours en est riche. Et je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous comment toi, tu as pris conscience de ton potentiel de transformation et la manière dont tu as procédé finalement pour trouver ton chemin. Oui, en fait, des fois, l'erreur de notre société classe moyenne bas, c'est négliger l'éducation. Alors, mon père, en Colombie, l'investissement, des fois, c'est dans des choses matérielles. Et c'est son patron en allemand l'a dit, voilà, si tu veux t'en sortir de tuer, c'est en éduquant tes enfants. C'est l'éducation qui m'amène, apprends votre langue, je peux parler maintenant en français, m'exprimer. Et c'est ça qui rend un peu la force de mon chemin. C'est que j'ai jamais négligé l'académie. Je vais citer des phrases très françaises. Le ministre Allègre disait il y a plus de moutons, moins de moutons et plus de sauvageons. Là-bas, en Colombie, on était tous des sauvageons, durs, agressifs. Il y avait certaines violences dans nos milieux parce que l'ambiance est difficile et hostile. Mm-hmm. Et des fois, c'était plus facile de prendre ce chemin parce qu'il y avait la drogue, il y avait le narcotrafic, alors il y avait les caïds, les voyous, les plus méchants du quartier. Mais il y avait toujours cette direction, aller à l'éducation. C'est là où j'ai trouvé... Donc ça, c'est l'influence de ton papa, mais qu'est-ce qui fait finalement que l'influence de ton papa était plus forte que l'influence de la rue qui aurait pu te faire tomber du mauvais côté quelque part? Là, des fois, quand on commence dans la vie, on ne comprend pas ça.
je me vois un peu dans la nouvelle génération de dire à quoi ça sert d'étudier, beaucoup des immigrants qui sont en France qui disent voilà, non, ça sert à rien, on va y arriver, ça nous amène à rien. Non, c'est un équilibre en fait. C'est ce qui va, je dis, perfectionner cette matière brute, que c'est la force, que c'est l'énergie. C'est la direction de toutes ces énergies qu'on trouve dans l'éducation. Ça va complémenter, ça va faire évoluer le personnage, ça va l'équilibrer. C'est un équilibre, Est-ce que tu peux nous parler brièvement, je l'ai rappelé dans ton portrait, mais de la manière dont tu t'es finalement extrait de Colombie pour rejoindre la France, en fait. Comment ça s'est passé, cette période-là? Normalement, les Colombiens, classe moyenne bas, son aspiration, c'est le rêve américain. On voyait dans nos amis, nos proches, et tout ça, tout le monde allait chercher l'Eldorado à New York. Les États-Unis étaient toujours l'influence numéro un. L'Europe, il arrive pour deux facteurs. Quand j'étais en train de finir mes études de bac, j'ai rencontré un copain, Jaime Riesco, c'était moitié espagnol, moitié colombien. Son père, en fait, c'était un Espagnol qui est parti à l'époque de Franco et il s'est installé en Colombie. Il était ingénieur chimique et il a monté une usine en Colombie et c'était une famille riche. Et Jaime, c'était une rencontre un peu spéciale parce que j'étais doublé. Tu as redoublé la classe. J'ai redoublé la classe avec des gars qui étaient plus jeunes que moi. Et là, je trouve que c'est Jaime Riesco. Jaime Riesco, c'était un gars bien éduqué. Son père jouait du piano. Lui, il était le moniteur en fait de littérature. Et c'est lui qui parle de l'Europe. Parce que c'était pas normal à Medellín trouver quelqu'un qui ses vacances allait à Barcelone. Et là, je ne sais pas, c'était un peu prétentieux. Je dis à son père, un jour j'irai en Europe avec Jaime et on va s'installer. Il m'a dit, c'est pas possible, l'Europe, il va en déclin. Et finalement, le 98, je suis arrivé en France et 3 mois après, Jaime s'est installé aussi à Paris avec moi. Et tu l'as vu ce départ plutôt comme une fuite ou comme une aventure, parce que je rappelais quand même le fait que c'était compliqué à Non, l'époque l'instant à moi, c'est... Il y avait toujours ces petits personnages à l'intérieur, les super-héros qui voulaient sauver la planète ou qui voulaient sauver ses amis. Et j'ai tombé sur un cours de droit qui s'appelle droit pénitentiaire et c'était donné pour Jesús María Valle. Jesús María Valle, c'était un précurseur des droits de l'homme à Medellín qui a été exécuté pour l'extrême droit. Et ce professeur, il avait une fixation vers moi parce que j'étais l'unique au cours de droit qui avait les cheveux longs. Et des fois, il s'approchait, il me tirait mes cheveux longs, il disait une phrase de Schopenhauer, il disait cheveux longs et des courts. Et des moments, il me demandait qu'est-ce que tu vas faire pour ces gens-là qui sont actuellement en prison en Colombie. Et à une occasion, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui. Et finalement, je lui ai dit non, docteur, vous savez, Medellín, c'est une ville très dangereuse, j'ai envie de faire d'autres choses. Et quelques années plus tard, il a été exécuté. Ils l'ont tué. Il est connu en Colombie comme c'est un des gens sacrifiés. Mais néanmoins, toi, tu as défendu en fait des jeunes délinquants de la drogue. À cause de lui, de parler, d'aider, je fais un travail social. Alors, j'ai décidé de travailler avec les jeunes délinquants, la délinquance juvénile à Medellín. Mais à cette époque, les délits des mineurs, je dirais qu'ils étaient tous qualifiés de tentatives de mort. C'est là où Escobar commence à se servir des jeunes. Il commence à construire les fameux soldats de sa guerre à lui. Pourquoi? Parce qu'un jeune homme de moins de 11 ans est déclaré mineur, niño, pour le code pénal. Donc, il est responsable. Alors, il n'est pas responsable, il ne peut pas aller en prison. Il peut aller en correctionnel des mineurs à partir de 11 ou 12. Ouais. Mais il savait que ces enfants, c'est des enfants, ils pouvaient tirer sur une personne, tirer sur la police, et finalement, c'est les parents qui venaient signer et après ils repartaient. Et là... Donc toi, tu as défendu j'ai défendu ces gens-là parce que la République colombienne n'était pas préparée. La Colombie, c'est un pays qui a la misère.
La misère, c'est-à-dire, sont des enfants que ses parents n'ont pas à manger, alors les enfants sont simplement Livrés à eux-mêmes. le narco a commencé à embaucher. Et là, je voyais que l'État aussi commençait aussi, en voyant qu'il était incapable de gérer cette situation, a commencé à les éliminer. On retourne à l'Europe. Machiavello il s'est promené au Jardin de Luxembourg avec Catherine de Médicis. Et Machiavello se disait la fin justifie les moyens. Et ils ont pris une décision d'extrême droite, de guerre, et c'était éliminer les gens. Et nous, alors il fallait appeler les familles pour demander qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants. Mhm. Et c'est là on a trouvé qu'on était 3000 dossiers, il n'y avait qu'une vingtaine de gens vivants. Tous les autres, ils sont morts. Alors, Donc la justice ne passait plus et en Non. fait, c'était une justice expéditive. Voilà, et plus. On éliminait les gens et toi, tu es confronté à ça, à cette violence-là et tu te Voilà. rends compte que c'est plus acceptable Les pour toi. chiffres Quoi. actuels, c'est maintenant qui dit, à l'époque, entre les années 80 et 90, on a tué 50 000 gens. Et ça, c'était l'État, le gouvernement ou des groupes Voilà, le problème, politiques. et c'est aussi Escobar, quand à ce moment on avait tué le ministre de la Justice, il a commencé à dire qu'il payait $2,000 pour tuer un policier. Et imagine toutes ces générations qui a tué un policier et a gagné de l'argent. Ils sont construits comme un gouvernement dans le gouvernement. Et quand on voit des situations comme ça, et on est avocat au milieu, j'étais saturé. Sincèrement, j'étais saturé. Et là, Paris, j'avais une copine qui s'installait à Paris. Moi, je ne connaissais pas ça. On parle d'un homme de classe moyenne. Je ne savais pas que la Sorbonne existait. Mais c'est elle qui commence à me parler de la Sorbonne. Et dans cette période de la fin de mes années de droit, des études de droit, je suis venu en 1995 à Paris à la visiter et je tombe au 129 boulevard Saint-Germain. C'était un rêve. Je ne sais pas, c'est un endroit tellement historique. Les mousquetaires, les chanteurs, le jazz, les Saint-Germain, c'est la vie totale. Et je venais d'une rue à Medellín où les gens, même on s'est rencontrés des fois, des gens, ils disent non, ne dis pas qu'on habitait dans ce quartier difficile. Ok, donc tu retournes finir tes études à... J'ai fini, mais je retourne, mais maintenant, je savais où je devais aller. D'accord. C'était Paris. C'est là où il y a quelque chose un peu spécial, il fallait se préparer. Moi, j'observais beaucoup Paris. Déjà, on savait que la France 98, la Coupe du Monde, ça allait se réaliser. Alors, j'ai eu une idée de dire, voilà, peut-être en France, j'ai regardé que les gens ne se reconnaissent pas. Alors, j'ai eu l'idée de faire des bracelets avec les drapeaux, les 32 pays de la Coupe du Monde. Et avec ces bracelets et avec des associations, quand je suis rentré à nouveau à Paris, j'ai pu payer mes premiers cours à la Sorbonne, les cours de civilisation française. Et donc, en arrivant à Paris, finalement, tu t'abandonnes l'idée de continuer ton droit et de devenir avocat à Paris? Non, là, j'avais aussi préparé le plan B. J'ai fini tous les préparatoires, les cours, mais je n'ai pas eu la cérémonie de graduation. Je n'ai pas eu mon diplôme. Et un jour, je suis venu en France, 98, on est on dirait 99, je croise le directeur de mon université dans un bus qui allait vers l'opéra. Il monte dans ton université colombienne. Oui. Et je lui dis, César, bonjour, c'est Tito, il me manque la cérémonie. Et finalement, il m'a dit, envoie-moi tous les documents parce que c'est pas tous les jours qu'on se voit dans un bus à Paris. C'est là où je dis que Paris conspire, Paris fait des rencontres. Et là, mon père est décédé à cette époque. Et ma mère représente un peu, c'est les femmes foyer qui jamais font des études, qui regrettait toute sa vie, qui était très douée pour la mathématique, et elle faisait des reproches un peu à nous, de dire, voilà, des remarques. J'ai pas pu faire mes études à cause d'avoir 6 enfants. Et là, je dis, ma mère, est-ce que tu peux aller à la cérémonie et me représenter? Et c'est ma mère qui a reçu mon diplôme d'avocat en Colombie et on a servi de ça pour la réinscrire. Et ma mère a 70 ans,
73 ans, elle avait à cette époque, elle a validé son bac en Colombie. Alors, l'éducation, on retourne, Thierry, à cet espoir en Colombie. Et vous n'imaginez pas, ma mère était quelqu'un d'un peu violent parce qu'elle a grandi à la rigueur, elle a grandi à l'ancienne. Et ma mère, des fois, quand il devient agressif, elle dit « Mais tu peux pas être agressif, tu as fini ton bac, tu n'es pas un sauvage. » Tu vois, l'éducation, il restera toujours ce chemin. Et la France, la Sorbonne, c'était pour moi, l'académie restera toujours le chemin à suivre. Ouais, c'est ce qui t'a guidé sur ton chemin. C'est voilà, de il faut t'éduquer éduquer. et de t'élever par l'éducation. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je le rappelais dans ton portrait, tu es gardien d'immeuble. Dans mon quartier, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Oui. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu as emprunté ce chemin-là? Tu aurais pu choisir d'être avocat en France et le chemin t'a mené vers d'autres directions. Et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, il y avait l'option soit les droits de l'environnement, soit les droits d'auteur. Peut-être l'artiste qui avait à l'intérieur de moi jouait avec ça parce qu'il fallait, si je retourne en Colombie, je ne peux pas retourner comme artiste, il fallait retourner comme avocat. Moi, j'avais fait une licence, la licence à l'Institut de hautes études de l'Amérique latine. Le directeur de l'Institut de hautes études de l'Amérique latine, c'est M. Blanquer, ancien ministre de l'Éducation française. Et dans un de ses cours à lui, ils m'ont choisi pour faire une expo sur les lois des Amérindiens. Et là, c'est le premier appel amérindien au environnement que je reçois. Ouais. De l'autre côté, quand il me demande ça, c'est l'univers qui commence à Paris à me dire « Tu es artiste, j'avais des qualités artistiques. » Et là, le secrétaire, il m'appelle « Colombien, viens, il y a un travail pour toi. » Il dit « Ah oui, un cabinet d'avocats sur l'environnement. » Non, en fait, c'est un film, ils ont besoin d'un Indien. Et je trouve que tu es vendredi. Je pense que c'est l'époque des films de Gérard Depardieu. Et il y avait un personnage vendredi. Et je dis, un Indien, tu vois, moi, je ne suis pas un Indien. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Même j'ai une anecdote un peu spéciale. J'ai joué dans une série qui s'appelle Paris 16e. Moi, je suis le gourou Gualala. Il dit que c'est un Indien P2P venu de l'Australie. Mais l'aborigène était en moi. Je ne savais pas qu'il y avait ces personnages amérindiens. Ouais. Et l'histoire, c'est que pour cette série, j'avais fait le casting d'avocat chilien. Et je suis allé comme avocat chilien pour le casting et j'ai fini comme le gourou Gualala, l'amérindien, l'aborigène. L'Indien s'est révélé en toi. Voilà, l'Indien me cherchait. Et c'est là où je tombe sur la pièce La controverse de Valladolid. Et c'est là il y a la totale, parce que je deviens l'Indien qui est jugé, est-ce que j'ai un âme ou j'étais un animal? Imagine-toi. Et c'est là, en étant à Avignon, j'ai vu l'importance de la figure de l'amérindien. Pourquoi? Parce que quand j'étais avec mes camarades de troupe, on faisait la parade à Avignon et tout le monde allait vers moi, vers l'Indien. Salut, il me disait Hugues. Je dis Hugues. Et après, quelqu'un m'a expliqué que c'est Lucky Luke qui saluait les Indiens comme ça. D'autres, ils voyaient un peu un Indien dans la ville. Ils me voyaient un Mimicicu. Mais il y avait une interaction avec le personnage énorme et le respect. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait construire quelque chose. J'ai appris beaucoup de votre histoire, de la culture française, mais j'ai vu qu'il y avait une méconnaissance de ma culture, des Amérindiens, des Aborigènes. La culture en général, il se résumait un peu à Hugues. Et là, j'ai rencontré un mannequin colombien et je lui proposais de nous maquiller en indien pour la fête nationale, mais l'indien précolombien. Et ça a créé un effet énorme. Alors, il y avait plein de choses qui ont donné la construction des Américas, le guerrier de l'arc-en-ciel. Ça, c'est mon personnage. D'accord, donc ton personnage s'appelle Américas. Américas, avec Z à la fin. Avec un Z à la fin. De la A à la Z. Et le guerrier de l'arc-en-ciel, c'est ça? Et le guerrier de l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce qu'il incarne, en fait, ce personnage? En fait, les gens attendaient des super-pouvoirs du personnage. Et le personnage, c'est simplement un messager.
Moi, j'ai commencé à Americas 2004. À cette époque, on ne parlait pas des réchauffement de la planète. Le thème de l'environnement n'était pas le thème. Alors, je sentais que l'Indien avait quelque chose à dire. Et en retournant dans mon quartier Saint-Germain-des-Prés, il y a la Maison de l'Amérique latine. Et c'est là que j'ai trouvé un peu la mission d'Américas. Parce que je voyais que les gens qui allaient dans les conférences à la Maison de l'Amérique latine pour voir un Amérindien, ils le voyaient plutôt comme un chaman qui allait les soigner. Mais non, je sentais que le thème de l'environnement, ça explose. Et c'est ça le message. Et j'ai repris le message pour le transmettre avec le personnage d'Américas. Et c'est le message SOS Planète Terre. Mais c'est pas que la planète est en danger. C'est pas que la planète Terre va disparaître. Non, la planète est habituée à des tempêtes. C'est l'homme. Bien sûr. Ouais. Et souvent on dit il faut sauver la planète, mais en fait c'est l'humanité. Non, il faut sauver la planète, elle survivra. Non, la planète a vécu toujours, même sans nous. C'est vrai. Donc en fait, dans ton cheminement, on voit que l'Indien s'est un peu révélé en toi, que l'Indien est devenu un messager pour porter ce message de protection de l'environnement. Mais justement, comment tu cohabites avec cet Indien qui s'est révélé en toi aujourd'hui? Parce que tu es multiple. Tout à fait, parce qu'on retourne au gardien de l'immeuble un peu. Il y a une expression française de dire on a plusieurs casquettes. Mm-hmm. Peut-être un des casquettes, le gardien de l'immeuble. Les gens de mon immeuble ne connaissent pas l'Indien. Ils connaissent Tito Diez, le gardien de l'immeuble. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur cette casquette-là de gardien d'immeuble? C'est quand même assez atypique de dire qu'un avocat colombien arrivant à Paris, en fait, est aujourd'hui gardien d'un immeuble de Saint-Germain-des-Prés. Comment ça s'est fait, cette transition? Il y a une phrase qui dit « Les diplômes académiques, personne ne peut te les enlever. L'avocat, ça me sert à défendre. » Et en retournant les casquettes de l'Indien, l'important de l'Indien, le premier, penser comme un Indien. Qu'est-ce que ça veut dire, penser comme un Indien? Tu disais la première chose. Alors, c'est ne voir l'environnement ni la planète comme un objet qu'on peut le manipuler. Malheureusement, notre société, c'est l'ego. On retourne à l'ego. On essaye de contrôler la planète. Les maîtres sorcières, les maîtres du monde. Penser comme un Indien, c'est être en harmonie avec la planète. Justement, tu nous as pas parlé vraiment de la transition vers ton métier de gardien. Tu nous as parlé de tes différentes casquettes, donc celle de l'Indien, celle de l'avocat, du défenseur de la planète. Mais alors, comment raconte-nous un petit peu cette histoire? Comment aujourd'hui tu es devenu gardien de ce quartier de Saint-Germain-des-Prés? Et dans l'histoire de ce parcours, cette transition de le gardien, c'était avant, c'était les 8 ans de babysitter. La femme de ménage avait un studio au doux Juliette Récamier. Elle m'a proposé, elle m'a dit, j'ai un problème de dos, il faut monter cet étage, je vais te présenter le propriétaire et comme ça, tu peux t'installer là-bas. Là, la gardienne d'origine portugaise partait en vacances et il m'a proposé de la remplacer pendant ses vacances. Des fois, dans la vie, il y a des connaissances, il y a des... Des coïncidences, tu veux dire? Non, on parlerait de synchronisation. D'accord. Le mot synchronisé. Synchronicité. Ouais. Synchronicité, alors dans la synchronicité de ta vie, n'importe quelle connaissance qu'on fait, il va avoir un moment de l'utiliser. Et là, le gardien d'immeuble, c'est un peu la maman ou le papa de l'immeuble, il a la confiance. C'est lui qui est à l'entrée, c'est lui qui a les clés. Mais aussi, lui, il a, comment vous dire, une capacité de comprendre les gens, de voir un peu à l'intérieur des familles. Être gardien était comme un personnage. Pendant l'année, j'avais 3 ou 5 ou 6 sorties artistiques et ça nourrissait encore mon rêve. Les gardiens d'immeuble, c'est quelqu'un qui, dans la journée, a des tâches à faire, mais après, il a beaucoup de temps. Et moi, j'ai dédié ce temps-là à dessiner, à écrire, à préparer l'après. Et je fais bien mon travail de gardien, mais je sais qu'au moment, même le gardien va me donner la retraite, mais l'artiste, il reste toute sa vie. Ouais. Et dans ce rôle de gardien, en fait, qu'est-ce que tu as appris?
Je passais de numéro 2 à numéro 8 et là, j'ai rencontré l'autre France. C'est spécial, mais j'ai rencontré, il faut lui dire, c'est une résidence de luxe. Alors là, j'ai trouvé des écrivains, Milan Kundera, j'ai trouvé des éditeurs, Michel Lafon, j'ai trouvé des gens très importants, mais qui ont toujours un dialogue avec beaucoup de niveaux avec moi. C'est là où la synchronicité de la vie. Il y avait un journaliste américain, John Vinocourt. John Vinocourt, c'était l'ancien directeur de Herald Tribune, c'était le New-Yorkais le plus parisien. Paris, c'est toujours comme... Quelle coïncidence, le mot coïncidence, il y a deux personnages dans ma vie. Le premier, c'était Borges. Borges habitait à Saint-Germain-des-Prés. Et Jorge Luis Borges, l'écrivain, quand il est devenu aveugle, quand il marchait sur Saint-Germain, il y avait des gens qui le rencontraient. Il dit « Oh, Maître Borges, quelle coïncidence !» Il disait « Non, il n'y a pas de coïncidence, on avait un rendez-vous. » Alors, notre rencontre avec Thierry, pour moi, ce n'est pas une coïncidence. On avait un rendez-vous. Alors, est-ce que dans ton chemin, toi, Tito, tu as des rituels ou des habitudes ou des influences, ou est-ce que tu as fait des rencontres en fait, qui ont été déterminantes dans ton chemin de transformation et qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui? La figure de mon père était le plus important. Mais après, on rêve toujours de trouver quelqu'un qui va te directionner. Un exemple, c'est là où je suis gardien. Et il y a un jingo, un arbre jingo qui jette ses feuilles. Jingo, c'est un des plus anciens arbres. C'est la sagesse japonaise. Alors lui, dans le couloir de mon immeuble, il faut que je balaye lui. Alors, ça me rappelle que dans les films, par exemple Karate Kid ou Jackie Chan, que jamais l'élève, il voulait tout de suite, enseigne-moi le kung fu. Mais finalement, le maître, il le mettait dans des travaux de balayer, de faire la peinture pour la discipline. Et à la fois, le travail, il me maintient discipliné. Quand je balaye les Jingo Biloba au Square Récamière, je suis l'élève qui, pour l'instant, tu restes encore élève. Pour certains, peut être de dire c'est très primaire. C'est balayer, nettoyer une vitre. Mais moi, je le trouve toujours comme... Je voyage dans ces films que je dis, voilà, la vie, le maître, il m'a mis à preuve. Si je garde l'humilité. Par exemple, notre rencontre, c'est le côté magique. C'est le gardien de l'immeuble que 2 minutes avant, j'avais balayé parce qu'il pleuvait. Et là, j'ai laissé la porte une porte collision ouverte. Je sors un peu pendant, ça se sèche. Et qu'est-ce que je trouve? 2 personnages, il a Thierry, sa femme, et on commence à dialoguer. Et maintenant, je fais partie de son podcast. Voyez? Ouais, donc se laisser ouvert à la rencontre, se rendre disponible pour aller à la rencontre des autres et finalement se découvrir nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ce qui fait magie. Fait une amitié. Moi, si quelqu'un passe dans mon secteur, saluer les gens. On a perdu un peu ça. Mm-hmm. On a perdu des fois le fait de les simplement sourire. Ouais. Je pense que ça fait partie de mon côté colombien, c'est un peu dire bonjour et sourire. Tito, tu as beaucoup cheminé, tu t'es beaucoup transformé, on l'a vu, tu as joué de multiples rôles, avocat, artiste, gardien d'immeuble. Quel conseil, toi, tu aurais à donner à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation? L'importance, de mon côté, c'est pas une formule, c'est pas, je donne pas des conseils, je donne une orientation. On va le résumer à un théorème que j'ai créé dans un de mes écrits. Il s'appelle le théorème des planètes. Dans ta vie, il faut que tu trouves que tu es en planète. Quand on est en planète, il va y avoir beaucoup de petits satellites appelés lunes. Ces légions sont des circonstances. Ils vont t'aider parce qu'ils circulent autour de toi. Mais eux, ils n'ont pas la constellation à laquelle tu appartiens. Le plus indispensable dans la vie, c'est le soleil. S'il n'y a pas le soleil, le reste n'existe pas. Alors,
dans notre construction des planètes, il faut choquer. Il y a des astéroïdes, il y a des choses difficiles, mais toutes ces choses-là sont en train de former et de te donner la force. Des fois, il faut se baigner avec de l'eau froide, même si on a de l'eau chaude. Pour dire si un jour il manque l'eau chaude, mais je suis capable de me baigner dans l'eau froide. Et moi, je dis l'éducation. Sincèrement, il faut éduquer. Et l'éducation, c'est communiquer, mais bien communiquer. Le plus dur dans la vie, c'est être ignorant de quelque chose et ser victime de cette ignorance. Il y a une deuxième phrase que je dirais, face à certaines preuves de la vie, il faut être comme une pierre dans l'eau. Une pierre dans l'eau, mais sèche à l'intérieur. Tu peux être n'importe où, mais si tu es une vraie pierre, tu restes cette pierre. Et comment tu fais pour rester sec à l'intérieur alors? Un des choses, j'ai la foi. Après, les religions, les croyances, c'est différent. Le deuxième, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est pas rigide. L'équilibre, c'est comme un surfeur dans la vague. Il faut s'adapter. Chez nous, on dirait au son de la musique, on danse. Chaque instant de la vie, il faut le vivre, il faut le profiter au maximum. Après, c'est trouver une mission. Il faut trouver un sens de ta vie. Parce que si on trouve sa mission, là, cette pierre qui est à l'intérieur va vers quelque chose. Et comment tu as fait justement, toi, pour trouver ta mission, Tito? Là, je pense que j'ai trouvé ma mission parce que plus on réalise des choses qui, à un moment, peut être critiquées, mal vues ou fou. Par exemple, dans mon quartier, les impressionnistes avaient une idée fou. Mais maintenant, il y a un musée qui est tellement fréquenté, mais ils ne savent pas qu'en fait, le mot impressionniste était péjoratif, que son relation avec le système de l'art était contraire. Dans la mission, dans ton but, c'est pas immédiat la valeur. On dirait au théâtre, 5 personnes et on doit jouer la pièce de théâtre. Ouais. Alors, la vie, c'est ça. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que on n'a pas une mission définitive tout de suite. C'est-à-dire que la mission peut se former elle va au fur et à mesure du chemin et donc reconnaître ces petits signaux faibles qui progressivement vont constituer ta mission. Et toi, là, l'Indien est venu progressivement en toi. Voilà. Et aussi, il y a un autre artiste du quartier, Eugène Delacroix, il parlait de l'idée de génie. Il n'existait pas une idée de génie. Il existe une idée que beaucoup de personnes ont pensée. Mais seulement celui-là qui va tenir, qui va l'amener le plus loin, ils vont le surnommer génie. Donc la consistance, la persévérance. La persévérance de ton idée va à la fin de donner cette satisfaction. Le fait d'être dans ton podcast, c'est aussi pour moi la preuve de que je dois continuer à travailler. Parce que là, je retourne dans une demi-heure à être gardien de l'immeuble, à balayer, à nettoyer les vitres, à donner le courrier, le paquet. Mais cet instant que je partage avec Thierry, c'est la preuve que je continue mon chemin. C'est l'ajouter plus d'énergie positive à continuer à être l'Indien, à continuer à faire mon art, parce que c'est le rêve du petit garçon. Super. Écoute, justement, on arrive à la fin de notre entretien. Tito, est-ce que toi, tu as réfléchi à la suite du chemin? Est-ce que tu l'as imaginé? Quoi ça pourrait sembler cette suite de ton chemin? Pour l'instant, sincèrement, c'est là le Colombien, il va te dire, il vit les jours. La France m'a donné 50 ans de plus. Mon père a 70, ses rêves sont finis. Et l'autre qui continue à s'éduquer, apprendre quelque chose. Trouver toutes les opportunités de pouvoir apprendre et s'élever. Si la mort arrive, j'ai commencé de rien, je viens de tellement loin, déjà c'est beaucoup. C'est pour ça que je ne m'imagine pas ce qui va venir, parce que c'est demain. Et demain, quand il arrive, c'est demain. c'est le jour qui jamais va arriver. Le seul moment qui existe, c'est ici et maintenant. Et donc, il faut être dans le moment, dans le présent. Moment et cet instant, pour moi, c'est unique et merci beaucoup. Merci à toi, Tito. Alors, quand même, c'est pas tout à fait fini. Avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de ce que j'appelle les questions mitraillettes. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment?
100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Le matin des magiciens. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Quand je pars en vacances, j'écoute un peu plus latino. Et quand je rentre à Paris, j'écoute Alain Souchon, Rive Gauche, Paris. Je retourne à mon quartier. Quelle est ta citation préférée? C'est en espagnol, je ne sais Ouais, pas. dis-le en espagnol, dis-le en espagnol. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. C'est être constante va être beaucoup plus fort qu'un instant de plaisir. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Mon père. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Un super-héros. Comment commences-tu ta journée? Je me lève et je dis merci. Merci à que je suis encore à Paris et je fais une prière personnelle. Quel talent aimerais-tu avoir? Déjà, le peu que j'ai, je suis content. Quelle est ta plus grande force? Ma plus grande force, c'est la persévérance. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Le sourire des gens, le partage d'énergie positive. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Bien sûr, ma femme, une bouteille de vin et à manger. Vraiment français maintenant. Hein. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Rencontrer des gens avec des énergies positives ou des gens qui veulent partager quelque chose. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'injustice. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Les gens qui sourient sans leur rien demander. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? L'erreur, ça fait partie de ma vie. C'est important d'échouer. J'étais forgé en ratant plein de choses. L'erreur était un peu la force de transformer. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Que finalement, ces rêves qu'il avait, quand je me vois en Amérique et je vois les enfants qui me regardent à moi, je lui dis mission accomplie. Il est là. Il est là. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? J'aimerais entendre peut-être le président Macron. Il a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est un petit peu ambitieux, mais pourquoi pas avoir le président Macron sur le chemin qui compte prochainement. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Tito. Merci pour ton témoignage très inspirant et bon retour pas très loin d'ici, dans le quartier où on s'est rencontrés et où j'espère vraiment te voir encore très longtemps. Oh, tu comptes avec un amigo. Tu es un amigo. Tu as Tito, il est toujours non loin. Et vive la France, vive la Colombie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Tito. Premièrement, inspirons-nous du fonctionnement des planètes autour desquelles gravitent des satellites. Dans nos vies, ces satellites sont les circonstances et les gens qui, en circulant autour de nous, vont nous stimuler, nous accompagner et nous aider à former nos chemins. Deuxièmement, face aux épreuves de la vie, sachons être comme une pierre dans l'eau, mouillée à l'extérieur mais sèche au dedans. En d'autres termes, cultivons notre force intérieure tout en reconnaissant que nous ne pouvons pas toujours éviter d'être affectés par les circonstances de la vie. Troisièmement, pour donner un sens à nos vies, essayons de trouver notre mission. Pour ce faire, tâchons d'identifier où nous pouvons apporter de la valeur, sans se laisser décourager trop rapidement par les critiques, car une mission, ça se trouve sur la durée. Et enfin, bien souvent l'idée de génie n'existe pas. Nous sommes plusieurs à avoir la même idée, mais devient génie celle ou celui qui, par sa consistance et sa persévérance, arrive à mener cette idée à bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.